ACTV, la chaîne des patriotes. Je vis, je respire autant que possible pour le Mali que pour la Côte d'Ivoire. Mais quand nous avons des dirigeants véreux, quand nous avons des dirigeants incompétents, incapables, il ne s'agit pas d'attaquer le pays, mais il s'agit de dire ce qu'il y a lieu de dire par rapport à ceux qui ne sont pas à la hauteur. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de chuter. La Côte d'Ivoire est en chute libre. La Côte d'Ivoire est en chute parce qu'il y a des incompétents, des inconscients qui sont à la tête de ce pays. Des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Des gens qui ignorent même le minimum de respect quand il s'agit de la courtoisie diplomatique. Oui, Alassane Dramane Ouattara, malheureusement, il s'est bien illustré en tant que faiseur de coups d'État. Pour vous permettre de bien comprendre ce dont il est question, pour vous permettre de bien comprendre, je répète ce dont il est question. Posons-nous la question, qui est Alassane Dramane Ouattara? Parce que c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui gouverne ce pays. C'est lui qui est à la tête de ce pays. Donnez-moi une seconde. Alors, lorsque la Côte d'Ivoire était en récession économique, la Côte d'Ivoire qui est la locomotive de l'UMOA, c'est-à-dire la zone franc, la zone des colonies françaises, au temps où Houphouët vivait encore, Alassane Dramane Ouattara a été appelé fin 88-89, fin 88, début 89, pour sauver l'économie ivoirienne. Nous dit-on, il était un spécialiste de l'économie puisqu'il était au sein de la Banque centrale des pays de l'UMOA qu'on appelle BCAO. Mais avant qu'Alassane Ouattara n'arrive à la BCAO, en tant que gouverneur de la BCAO, il était au nom de la Haute-Volta, le Burkina Faso actuel, il était le vice-gouverneur de la BCAO au nom de la Haute-Volta, c'est-à-dire du Burkina Faso. Il a fait toutes ses études à Pennsylvania, aux États-Unis, bien entendu, en tant que citoyen voltaïque. Ça, c'est pas un problème. Alors, ce monsieur, il a été appelé par Houphouët. Parce qu'à l'époque, tous les plans d'ajustement que Houphouët voulait appliquer en Côte d'Ivoire, tous ces plans ont été rejetés. D'une part par la population, parce que Laurent Gbagbo venait de sortir. Laurent Gbagbo, il était aussi très actif sur le terrain politique. Laurent Gbagbo était là, les institutions étaient là. Donc forcément, les gens ont voulu imposer un certain Alassane Dramane Ouattara qui arrive comme président interministériel. Puisque la constitution de la République de Côte d'Ivoire n'avait pas, dans son système de fonctionnement, déterminé la fonction de Premier ministre. Donc Houphouët a créé, par décret présidentiel, un président interministériel. Alassane Ouattara était président ministériel. Et en 90, Alassane Ouattara a été nommé Premier ministre. La Constitution a été légèrement modifiée pour créer la fonction de Premier ministre. Alors nous savons ce à quoi Alassane Dramane Ouattara s'est livré. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces gabégies. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il faisait. Et alors, il continue. On a vu la barbarie politique d'Alassane Dramane Ouattara, puisque Laurent Gbagbo, à cette époque, a failli perdre la vie en 92, avec son épouse Simone Eve Gbagbo, elle sait de quoi je parle. Et là, c'était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. On était tous témoins. Ce jour-là, on a cru qu'Abidjan allait exploser. C'était Alassane Dramane Ouattara qui était. Donc ce monsieur, diplomatiquement, il est nul. Ce monsieur ne connaît que la force. Ce monsieur ne connaît que la barbarie. Donc déjà, Premier ministre, il n'a pas tourné autour du pot. Il a maté l'opposition. Il a fait arrêter les responsables des partis politiques. Il a fait, je crois, le fils de... On me dira, ah, mais arrête Diagri Diabaté, autant de Bédié a été jeté en prison. Oui, Bédié a arrêté Diagri Diabaté. Oui, son fils a été jeté en prison. Oui, on a Bédié en fait. Je ne nie pas celui-là. Mais ce n'est pas Bédié qui est au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas les soldats de Bédié qui sont au Mali aujourd'hui détenus. Ce sont les soldats de Ouattara. Donc nous ne parlons que par rapport à celui qui est aux affaires. Si c'est Bédié qui était au pouvoir, j'allais parler des dérives de Bédié de cette époque. Mais c'est Ouattara qui est au pouvoir. Et déjà depuis Premier ministre, il s'est bien illustré en tant qu'homme barbare. Alors, il n'a pas accepté le fait qu'il a été pressé de quitter le pouvoir parce que déjà il avait commencé. Le premier coup d'État d'Alassane Dramane Ouattara,
j'ai été l'une des... Je ne suis pas le premier, mais une des premières personnes, c'est-à-dire Laurent Donafologo, le président, comme on appelle, Koudou Laurent Gbagbo, qui a même écrit là-dessus, le président Francis Vaudier, nous avons tous dénoncé la violation constitutionnelle, l'article 11 de la Constitution, que Alassane Dramane Ouattara voulait manipuler. D'abord, cette violation constitutionnelle, il ne l'a pas réussi. Il a voulu s'accaparer de force au pouvoir. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour rétablir l'ordre constitutionnel qu'Alassane Dramane Ouattara voulait forcément détruire. À la télévision ivoirienne, tous ceux qui à l'époque étaient de service se rappellent très bien ce qui s'est passé en 1993, juste à la mort d'Houphouët. Ce qui s'est passé pendant que Houphouët n'était pas encore juste, Houphouët venait à peine de mourir. Alassane Ouattara voulait s'accrocher au pouvoir alors que la constitution était claire. Qui devait succéder à la place lorsque Houphouët allait rendre l'âme? C'était le président de l'Assemblée nationale. Alassane Dramane Ouattara s'est opposé. Donc ce monsieur, il a quelque chose de viscéral, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'ordre constitutionnel. Il n'aime que la barbarie. Il n'aime que la violence. Il n'aime que le désordre. C'est cet homme-là qui a amené ces hommes. Je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous surprendre. Je vais vous lire encore un autre document du Conseil national de sécurité qui a eu lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un document, un communiqué qui n'a jamais été signé par le président du Conseil de sécurité, qui est le président de la République. Le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire a fait le point de la situation en biaisant, en manipulant. Mais Ouattara sait très bien ce qui s'est passé. Puisque c'est son jeune frère Téné Brahima qui est le ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Je dis bien ministre d'État et ministre de la Défense, c'est le jeune frère d'Alassane Dramane Ouattara qui s'appelle Téné Brahima. Alors, nous avons vu un document circuler sur les réseaux au nom du ministère de la Défense, un faux document antidaté, un document qui a été établi le 5 mai, qui a été signé, c'est-à-dire qui a été réceptionné le 4. Alors, pouvez-vous comprendre quelque chose qu'on a établi le 5, mais déjà le 4, la chose qu'on n'a même pas encore établie a été réceptionnée et signée. Ça, c'est Téné Brahima. Mais curieusement, lorsqu'on lit le communiqué du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire, nullement cela n'apparaît dedans. Ce document qu'on nous a montré partout, ce document qu'on a voulu essayer de nous enfumer avec, quand on a découvert la supercherie, le chef d'état-major n'a même pas parlé de ce document. Ce qui est d'ailleurs curieux, le chef d'état-major aurait dû parler de ce document. Il aurait dû parler de ce document. Et il n'a jamais parlé de ce document au Conseil national de sécurité qui a eu lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Curieusement, on doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, lorsqu'on revient encore en 1993, Alassane Dramane Ouattara voulait s'accaparer le pouvoir. Henri Konan Bédié, aidé par la gendarmerie, a pu s'imposer. En 1995, il a été écarté. En 1999, il a organisé un coup d'État. Le pouvoir de Bédié est tombé. En 2000, 2001, 2002, tentative de coup d'État. Je ne vais pas vous parler de ces nombreux coups d'État, sinon on ne va pas quitter ici. En 2002, tentative de coup d'État avec Soro Guillaume, c'est devenu rébellion. La France est intervenue et en 2011, Alassane Ouattara intervient encore par la force. C'est-à-dire c'est l'OTAN qui a installé Alassane Dramane Ouattara. Je dis bien c'est l'OTAN. Quand vous parlez de l'OTAN, on sait de quoi on parle. C'est l'OTAN et la CEDEAO qui ont installé Alassane Dramane Ouattara comme président en Côte d'Ivoire. Je dis bien c'est l'OTAN et la CEDEAO qui ont installé Alassane Dramane Ouattara après les élections. Parce que les élections se sont déroulées, il y a eu contestation par rapport à une zone précise dans le nord. Et cette zone précise, c'était les ex-rebelles qui détenaient cette zone. Dans cette zone, que s'est-il passé? C'est-à-dire que quand on a fait le décompte, on s'est rendu compte que le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Donc déjà, il y a fraude. C'est-à-dire que ceux qui ont voté sont plus nombreux que ceux qui sont inscrits sur la liste. On a dit il faut aller Youssouf Bakayoko, il a dit non, non, non. Il proclame. Yaoundé refuse de reconnaître les résultats. Yaoundé, c'était le président du Conseil constitutionnel qui était avec Gbagbo Laurent. Youssouf Bakayoko était avec Alassane Ouattara et Soro Guillaume. Donc, la CEDEAO est intervenue, je suis en train de raccourcir pour vous, la CEDEAO est intervenue à demander aux Nations Unies de faire intervenir l'OTAN en Côte d'Ivoire. Et l'OTAN est intervenue avec la bénédiction de la France. C'est Nicolas Sarkozy étant au pouvoir, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait décoller, comment on appelle ça, les hélicoptères de combat de la base militaire française installée à Port-Boué, le 43e BIMA, c'est eux qui sont intervenus avec le soutien logistique terrestre de l'ONUCI
qui est la même chose que la MINUSMA au Mali. Alors, donc, voilà, ok, merci beaucoup Choco Leblanc. Alors, donc voilà un peu. Donc, ce monsieur ne s'est jamais débarrassé des coups d'État. Alors, en 2014, à peine qu'il est à son premier mandat, en 2011, 2010, 2014, il y a eu coup d'État, évidemment. D'abord, Aya Sanogo renverse Amanou Toumani Touré, paix à son âme. Il tente d'organiser une riposte avec les bérets rouges. Nous savons tout ce qui s'est passé avec les bérets rouges. Alors, Aya Sanogo, bien entendu, puisque c'était des mercenaires burkinabés ivoiriens. Donc, Aya Sanogo demande une forte somme, il négocie, il tombe d'accord, il paye la rançon et les gens sont libérés. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui pour me dire, Keïta, les autorités maliennes risquent de libérer ces militaires qui ont été arrêtés. J'ai dit, bon, ben ça c'est leur problème. S'ils jouent à ce jeu, ça va se retourner contre eux. Alors, ils n'ont pas intérêt à retourner la population contre eux. Il dit, tu te rappelles de ce qui s'est passé avec Aya Sanogo? J'ai dit, je me rappelle très bien. Il dit, bon, le même scénario risque de se produire. J'ai dit, bon, attendons de voir. Ne les accusons pas. Observons, attendons de voir. Donc, Aya Sanogo a commis l'erreur de composer avec Alassane Dramane Ouattara et Djibril Bassolé, le ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, et puis le ministre de la CEDEAO d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire Adama Bitogo, qui est le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils sont venus, ils ont remis l'argent à Adama Bitogo, et ils ont remis l'argent à Sanogo, ils ont libéré les mercenaires ivoiriens. Ça, c'était. Et au Burkina Faso, lorsque Blaise Compaoré est tombé, il a tenté encore avec Diendéré un autre contre-coup d'État. Le même Alassane Ouattara. Il y a eu des bandes sonores qui ont fuité, on a entendu. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous... J'ai planté ce décor pour que vous compreniez ce qui se passe. Ce n'est pas une affaire de dire, ah, ils sont venus ou non. Je vais vous démontrer et vous allez être ahuris. C'est-à-dire ce qui se passe là, ce qui s'est passé le dimanche. C'est une planification méticuleuse. Chris Yapi en a parlé aujourd'hui. Je l'ai bien écouté. Pour une question de temps, on ne va pas trop durer sur ces détails et vous faire écouter. Mais, déjà, la France a pris position. Les autorités françaises n'ont pas encore parlé, mais la France a pistonné France 24. Et France 24 a commencé à parler. France 24 dit ceci. On va voir, permettez-moi. France 24, je crois bien, permettez-moi, je vais voir. On doit retrouver France 24, ainsi je ne m'amuse pas. Alors, je crois qu'on doit pouvoir... Voilà, France 24, on va écouter ce que France 24 a dit. Partagez les gars, on va écouter France 24. Le porte-parole de la junte malienne a pris la parole hier soir à la télévision. Cela voulait dire que l'annonce avait son importance. Abdoulaye Maïga a lu un communiqué. Oh là 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 là, merde. Donnez-moi une seconde. On va revenir. Je vais faire revenir rapidement. Ok. Le porte-parole de la junte malienne a pris la parole hier soir à la télévision. Cela voulait dire que l'annonce avait son importance. Abdoulaye Maïga a lu un communiqué. Il stipule alors que 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Les autorités les considèrent comme des mercenaires. Ils ont été transférés à la justice. Cyril Payen, vous nous avez rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour. Ces hommes étaient censés sécuriser une base de la MINUSMA. On peut se demander si ce n'est pas la mission de l'ONU qui est visée par ces arrestations. En tout cas, c'est un anneau. Est-ce que vous avez entendu? On n'est pas à se demander si ce n'est pas la mission de l'ONU qui est visée. Vous voyez déjà comment la presse française, et j'ai vu des parlements, enfin j'ai vu des médiateurs de la CEDEAO qui sont venus au Mali demander à la haute autorité chargée de la communication de lever les sanctions qui pèsent sur France 24 et RFI. Et ça, c'est France 24 qui vient de dire cela aujourd'hui. France 24 dit en réalité, c'est l'ONU qui est menacée. Donc, il faut amener plus d'institutions, plus de pays à mettre la pression sur le Mali pour libérer ses soldats. Donc,
France 24 est en train de jouer. C'est pourquoi je vous ai dit, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Mali, nous, moi je le dis honnêtement, les autorités maliennes, Outissé Kansara, ils ne peuvent pas nous payer. Ils ne peuvent pas nous payer. Ce que nous faisons pour la transition là, j'espère qu'au moins un jour, Assimi sera reconnaissant et dire, attendez, il y a certaines personnes qui nous ont aidés, on va leur dire au moins bonjour un jour. Parce que ce que nous faisons pour lui, là, il n'a aucun moyen de communication pour le faire. Le combat que nous menons, ils n'en ont pas. Attendez, il y a un maudit qui est là, sur mon programme, il est où, toi tu es tellement bête et puis tu fais quoi sur mon direct? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? On va reprendre la partie, vous allez écouter. Cyril Payen, vous nous avez rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour. Ces hommes étaient censés sécuriser une base de la MINUSMA. On peut se demander si ce n'est pas la mission de l'ONU qui est visée par ces arrestations. En tout cas, c'est un nouvel imbroglio, une nouvelle affaire malienne qui implique le gouvernement de transition malien et tous les partenaires. Après, évidemment, on le sait, la parenthèse française, après qu'il y ait eu de grandes échauffourées verbales, en tout cas, entre la France et les Maliens, il semble effectivement qu'en creux, il s'agisse de l'autre force, la MINUSMA, qui est la force de maintien de la paix, qui est pléthorique. On parle de près de 14 000 hommes qui sont répartis dans tout le... Donc, bon, je n'ai pas le temps de vous faire écouter cette merde. Quand vous écoutez ça, quand un homme normal écoute ça, quand un Africain normal écoute ça, quelle doit être sa réaction? Quand un homme normal écoute ça, quelle doit être sa réaction? Donc le Mali doit être un dépotoir où chacun vient et puis fout le bordel comme il veut et il s'en va. Alors le Mali demande un minimum de respect. Et ce minimum de respect, le Mali ne l'exige pas en dehors du cadre international. Le Mali dit, basons-nous sur les principes du droit international. Que dit le droit international? Voilà ce que dit le droit international. Est-ce que l'action des militaires ivoiriens s'inscrit dans le droit international? Non. Alors, au lieu de regarder le sujet dans le fond et d'étudier, voilà des manipulateurs, des corrompus, des indignes, des indélicats, des incompétents, des irresponsables, des analphabètes à tout point de vue, les voilà qui se livrent à une sorte d'amalgame. On se pose la question, quelle est leur intelligence, comment on peut être, même si on n'aime pas un pays, au moins, il faut s'appuyer sur ce qui apparaît comme ce qui est bon, comme ce qui est juste. Ici, ça sert à quoi? Donc maintenant, il faut dire, le Mali, c'est un pays belliqueux. Après avoir fait palabre avec la France, maintenant le Mali s'attaque à l'ONUCI. Et je dirais à l'ONUCI, autant pour moi. Le Mali s'attaque à la MINUSMA. Mais c'est honteux, c'est ridicule, c'est irresponsable, c'est irréfléchi. En quoi est-ce que ceci... D'ailleurs, les militaires disent qu'ils sont en mission recommandée à 2 volets. Il y a un volet où ils doivent s'occuper d'une société allemande SAS. Et puis, il y a un autre volet, c'est par rapport à ce qu'ils doivent faire avec la MINUSMA. Donc, pourquoi forcément ignorer, par exemple, les Allemands et ramener tout à la MINUSMA? Alors, je voulais juste vous faire comprendre qu'il y a un autre match aussi qui se joue. On est en train de monter et ça, ce n'est pas... C'est un début, hein. C'est un début. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, la France va commencer à mettre la pression sur les Nations Unies de la part de la Côte d'Ivoire pour obtenir forcément la libération de ces soldats. Mais les soldats, là, je vais vous démontrer tout de suite que c'est effectivement des mercenaires. Ils étaient venus par rapport à un but bien précis. La MINUSMA n'est qu'un prétexte. SAS n'est qu'un prétexte. La vraie mission, je vais vous la donner tout à l'heure. D'ici là, partagez, ne soyez pas pressés. Je vais décortiquer, vous allez comprendre. Ici, quand on parle, c'est la Côte d'Ivoire qui a débarqué des gens. Voilà des ignorants, des idiots. Je suis même tenté de dire, voilà des imbéciles. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment des imbéciles. Alors ces gens-là, moi je voudrais bien savoir si le Mali peut débarquer des soldats maliens à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en France, à Paris.
Moi, je voudrais bien savoir quelle va être la réaction de ces idiots-là, de ces irresponsables-là. Moi, je voudrais bien savoir, est-ce que le Mali peut se permettre, sans au préalable, contacter les autorités compétentes en la matière, remplir 2 avions, 2 vols spéciaux, et puis atterrir sur l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle? Le Mali peut faire ça? Le Mali peut faire ça? Dans quelle capitale occidentale, dans quelle capitale européenne, le Mali peut se permettre de débarquer, c'est-à-dire de venir avec ses soldats dans un aéroport, sans avoir au préalable pris contact avec les autorités? Quel est ce pays-là qui est prêt à faire ça? Quel est ce pays-là qui va accepter ça? Voilà des ignares, des idiots qui viennent s'asseoir sur des plateaux de télévision et ils veulent faire croire que le Mali est un pays belliqueux. Le Mali peut-il faire la même chose en France? Des soldats maliens peuvent-ils monter dans un avion civil, un avion même pas militaire, même pas un cargo militaire, c'est-à-dire un avion civil avec des armes, et puis atterrir à Roissy-Charles de Gaulle? Le Mali peut faire ça? Et puis ces ignares-là, ces idiots-là, ils viennent s'asseoir avec leur gueule puante, ils croient qu'ils vont nous donner des leçons. Et en même temps, l'intention c'est quoi? L'intention c'est quoi? C'est de détourner, c'est-à-dire du vrai problème, qui est la Côte d'Ivoire. Maintenant, on veut nous orienter vers les Nations Unies. Mais attention, nous ne sommes pas dupes. Nous n'allons pas jouer à ce jeu-là. Les autorités maliennes, tout ce que nous leur demandons, c'est de rester fermes dans leur position. Nous ne demandons à personne de commettre un parjure. Nous ne demandons à personne de compromettre l'intégrité de ce pays. Mais nous demandons tout simplement de faire en sorte que ce pays soit respecté. Que ce pays soit respecté. Que les droits minimaux, je dis bien que les droits de ce pays-là soient respectés. Il est important, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre de regarder ces gens de conneries là et puis fermer les yeux. Ce qui s'est passé à l'aéroport Modibo Keïta, c'est inacceptable, c'est intolérable, c'est incompréhensible. Mais ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire, il y a eu aujourd'hui un Conseil national de sécurité. Et le Conseil national de sécurité dit ceci. Quelque chose qui, en toute honnêteté, est surprenant. Partagez, je vous en prie. Communiqué du Conseil national de sécurité, République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail. On nous dit ici, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidente de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Partagez, je vous en prie. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako. Alors, le chef d'État, écoutez maintenant, le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 34 du gouvernement de transition du Mali, donc on dit que le gouvernement n'a pas dit la vérité. Le chef d'état-major des forces armées ivoiriennes, il dit que le communiqué du gouvernement malien porte des anomalies. Le communiqué n'est pas exact. On va écouter les points qu'il a relevés. Les gars, partagez, je vous en prie. Ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. Je m'arrête là. On nous dit
que les militaires sont régulièrement inscrits sur la liste des effectifs des militaires ivoiriens. D'accord. Mais ce qui est curieux et paradoxal, les passeports qu'ils avaient, lorsque des militaires se déplacent de leur pays d'origine à un pays de destination par rapport à une mission, les militaires ne se déplacent même pas avec un passeport ordinaire. Ce n'est pas un passeport diplomatique, mais je crois qu'il y a un passeport qui est bien adapté. Je ne sais pas si c'est un passeport de service, un truc comme ça, mais les militaires ne se promènent pas avec les mêmes passeports que nous avons. Nous avons la possibilité soit d'avoir un passeport diplomatique, soit d'avoir un... Moi, par exemple, je peux demander, je peux aller comment on appelle, à la présidence, demander au président Assimi Goïta, monsieur le président, j'aimerais avoir un passeport diplomatique. Pourquoi? Il dit, bon, par rapport à ce que je fais, je dis, ok, ce que je fais, j'estime quand même que c'est à lui d'apprécier. Ou au ministre des Affaires étrangères d'apprécier pour dire, oui, monsieur le président de la République, monsieur Keïta mérite un passeport diplomatique, ou bien non, il ne mérite pas un passeport diplomatique. Mais néanmoins, j'ai mon passeport ordinaire. Mais à ma qualité de militaire, ce n'est pas la même chose. Le communiqué du gouvernement de transition du Mali dit, il y a 4 versions qui ont été données par ces soi-disant militaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, les passeports qui étaient en leur possession, on n'a pas de carte nationale d'identité. On n'a pas de carte professionnelle. On dit les passeports qui étaient en leur possession montrent que ce sont des menuisiers, ce sont des vendeuses, ce sont des mécaniciens, ce sont des maçons. Voilà ce qui est marqué dans leur passeport. Alors, la question que je me pose, comment la Côte d'Ivoire est un état de droit? Comment la Côte d'Ivoire est un état de droit, un état qui se respecte, peut permettre à ces militaires de voyager en opération recommandée avec des passeports ordinaires dans lesquels sont mentionnées des fonctions qui ne sont pas leurs fonctions. Fermez la porte. Ferme la porte. Donne-moi une seconde. Ferme la porte. D'accord. Bon, ok, ferme la porte. Je suis en train de parler. Fermez la porte. Il allait chercher son petit cousin pour passer quelque temps à lui. Ça va nous... On va souffrir ces temps-ci là, parce que quand ils sont là, c'est grave. D'accord. Donc, comment... C'est la première question que je pose aux autorités. J'ai dit la Côte d'Ivoire, je l'ai dans mon sang. La Côte d'Ivoire, je l'ai dans mon âme. La Côte d'Ivoire, c'est moi-même. Tu ne peux pas me détacher de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont des fossoyeurs. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des corrompus. Ce sont des analphabètes. Ce sont des ignares, des irresponsables et des incompétents. Parce que j'ai du mal à comprendre que le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara. Comment vous allez envoyer des militaires en mission recommandée avec des passeports ordinaires qui ne mentionnent pas leur fonction véritable en tant qu'homme détenu? Mais ce sont des fonctions de civils, c'est-à-dire maçon, menuisier, plombier, vendeuse. Soyons sérieux, peintre, merci, soyons sérieux. Mais Alassane Dramane Ouattara, il a la tête où? Je suis convaincu que c'est un mauvais président, mais je ne peux pas encore dire un mauvais président qui n'a pas la tête sur les épaules. Comment son chef d'état-major s'arrête et puis lui sort des insanités? Alassane Ouattara ne peut pas dire, mais attention, voilà le communiqué. Est-ce que réellement les militaires qui sont partis là, ou Alassane lui-même est complice de quelque chose? Si Ouattara ne condamne pas, si Ouattara ne s'oppose pas, si Ouattara ne dit rien, c'est que Ouattara est responsable. Ouattara est complice, au même titre que son frère. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas vrai. Comment les gens peuvent nous prendre comme des idiots? Et là, ce qui fait rire, ils disent, on demande à la population de rester tranquille. Mon frère, si c'est à cause de la population, il y a longtemps, vous avez quitté le pouvoir. On demande à la population de rester calme. Tu es fou bien quoi? Quelle population qui te soutient? Quelle population qui vous soutient? Il faut montrer. Même vos propres militants sont déçus de vous. Même vos propres militants ne vous soutiennent plus. Parce que vous ne les considérez même pas au RHDP. Merci. Faux et usage de faux. Merci Amadou. Mais ça veut dire quoi? Vous foutez des gens bien quoi? On n'a pas fini. Ça, c'était le premier point. Maintenant, deuxième point.
La présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. Regardez ici, les gens croient qu'ils comprennent français. Les gens qui font les rédactions, et Allah, j'ai dit, je vous en prie, venez prendre des cours avec Keïta. Hier, j'ai dit quelque chose. Il n'y a pas de problème, Fatim Keïta, merci beaucoup, je vais y penser. Il y a quelque chose que j'ai dit la dernière fois, Mena Segakabi. J'ai dit, si vous écrivez vos trucs là, faites en sorte que ça ne tombe pas sur les réseaux. Parce que na bena réseau ka, ni Keïta tege dalaka, wallahi billahi ta'ala, ni tege dalaka, ma boroto kabla. Toi-même, tu as rédigé, tu as te posé la question, mais c'est dans quelle école je suis allé et puis j'ai écrit ce français-là. Peut-être qu'en écrivant ça, je ne me rendais même pas compte. Écoutez bien, ça, c'est le communiqué de l'État de Côte d'Ivoire, où il y a les grosses têtes, où le président, c'est un génie. Mais moi, je ne suis rien. Mais je vais vous montrer que ce communiqué, il est bidon. Le français qui est dedans, il est bidon. Allons-y. Deuxième point. Ils disent... La présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. Ça, c'est... Regardez ça. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément au contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la... Bon, je m'arrête là. Les Allemands, après, on va venir. Ils ont dit, ici, ils nous disent, les autorités maliennes sont au courant que les pays contributeurs doivent envoyer de temps en temps des éléments pour relayer par rapport à un maintien logistique. Tout ça, le Mali reconnaît. La Côte d'Ivoire a signé un accord avec les Nations Unies, on est d'accord. Mais la question on ne pose pas cette question. Le Mali n'a pas dit, la Côte d'Ivoire n'est pas membre, parce qu'ils sont en train de mélanger la tête du président. Le Mali n'a jamais dit, on ne reconnaît pas la Côte d'Ivoire comme membre contributeur. Le Mali n'a jamais dit que la Côte d'Ivoire n'est pas inscrite sur la liste des pays contributeurs. Le Mali n'a jamais dit, les Nations Unies n'ont jamais accepté la Côte d'Ivoire comme pays contributeur. Le Mali dit, ils sont sur le territoire malien illégalement, ils n'ont pas d'ordre de mission. En d'autres termes, vous avez signé un contrat avec les Nations Unies. Est-ce que vous avez informé les Nations Unies de ce qui se passe? Parce que chaque fois qu'il y a une telle rotation, les Nations Unies sont informées. Et quand les Nations Unies sont informées, la MINUSMA automatiquement est saisie. Il y a un mécanisme qui est mis en place. Et c'est ce mécanisme qui permet de recevoir ceux qui viennent par rapport au mécanisme de ce comme ils ont expliqué. Mais dans le cas précis, ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu, c'est-à-dire, les Nations Unies n'ont pas été saisies. La MINUSMA n'a pas été saisie. Les autorités maliennes n'ont pas été... Mais ils vont mentir après, c'est pas fini. Ils n'ont pas été saisis parce qu'ils vont dire qu'ils ont saisi le ministre des Affaires étrangères du Mali. On va lire et puis vous allez voir. S'ils ont fait ça, on va demander à Diop de sortir pour parler. S'ils disent qu'ils ont saisi le ministère des Affaires étrangères du Mali, on va demander à M. Diop de parler. Mais ne soyez pas précis. On va continuer. Le troisième point. À leur arrivée au Mali, dans le cadre de la 8e rotation, mais regardez ici, entre le deuxième et le troisième point, le communiqué, je l'ai partagé, hein, si vous voulez, je peux repartager. Entre le deuxième et le troisième point, il y a un élément qui manque. Le chef d'état-major des forces armées ivoiriennes aurait dû dire au président Alassane Ouattara, nous avons saisi officiellement et les Nations Unies, et la MINUSMA, et les autorités maliennes. Mais ce point-là, curieusement, n'a pas été évoqué. Il tombe directement sur le troisième point et écoutez ce qu'il dit. Il dit, à leur arrivée au Mali, dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportières. Ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Ils attendent d'être sur le territoire et puis ils remettent une copie. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non. Avant de décoller, vous informez le pays. C'est comme, je vais vous expliquer, c'est comme un ambassadeur. Le président décide de nommer Keïta ambassadeur aux États-Unis. Mais le président envoie le dossier de Keïta au département d'État américain. Voilà celui que nous voulons nommer comme ambassadeur du Mali, comme on appelle aux États-Unis. Le département d'État regarde et dit Keïta, il dit oui, on accepte, ou bien non, on n'accepte pas. Mais tu n'envoies pas Keïta aux États-Unis et puis tu lui donnes son document, va donner au département d'État pour regarder si tu peux être ambassadeur ou pas. C'est pas ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il dit c'est arrivé à l'aéroport qu'ils ont remis leur copie de mission. Non. Avant de décoller de la Côte d'Ivoire, vous informez les autorités maliennes, voilà ce qui va se passer. Mais vous venez, vous descendez à l'aéroport des gens, comme c'est pour vous, c'est vous qui avez financé l'aéroport Modibo Keïta, c'est vous qui avez installé les autorités du pays. Avant d'arriver à l'aéroport international Modibo Keïta, vous aurez dû informer les autorités maliennes, ce que vous n'avez pas fait. Donc ici, si le président Ouattara était honnête, ici, si le président Ouattara respectait le droit, il allait reconnaître ici que les Ivoiriens ont tout faux. Il allait reconnaître ici que son petit frère Téné Brahima, ministre d'État, ministre de la Défense, il a tout faux. Il allait reconnaître ici qu'il faut démettre le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Il faut le radier de l'armée parce qu'il ne connaît pas son travail. Ce qu'il vient de faire, c'est une faute grave. Mais Ouattara se tait là-dessus. C'est que Ouattara est complice quelque part. Vous n'allez pas sur les gens et puis ensuite présenter une invitation. Non, ça ne se fait pas. Avant d'aller, vous dites, je vais venir chez vous. Et puis, ils sont venus comment? On l'a dit hier. Ils sont venus avec 2 avions. Un avion spécial où il y avait 49 soldats. Un autre avion cargo où il y avait des armes de guerre à l'intérieur. Je dis bien des armes de guerre. Vous êtes venus pour la sécurisation, mais vous apportez des armes de guerre dans un 2e avion cargo. Et vous n'avez rien dit. Hein. C'est-à-dire que vous avez embarqué tout ça à l'aéroport, vous n'avez rien dit aux autorités et les Maliens doivent s'asseoir. Vous envoyez des armes de guerre au Mali. Et les responsables aéroportiers doivent regarder. Mais ce n'est pas vrai. Vous croyez que les Maliens sont bêtes? Vous croyez que les Maliens boivent l'eau par les narines? C'est arrivé à l'aéroport que vous allez dire au Mali, et voilà votre cargo, c'est pourquoi le communiqué dit nous avons saisi toutes les armes. Toutes les armes ont été saisies. Le 2e avion cargo qui portait les armes, toutes les armes ont été saisies. Ça devient une propriété de l'État malien. On va continuer. Alors, il dit, aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes de guerre. Tout cela, on connaît. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense. Mais pourquoi ces armes n'ont pas été signalées avant le décollage de l'avion? Pourquoi vous n'avez pas informé les autorités maliennes dans le cadre de la rotation avec la MINUSMA, dans le cadre de la protection avec l'entreprise SAS allemande? Voilà, 49 personnes vont arriver avec tel ou tel type d'armes. Vous dites quel type d'armes vous allez faire entrer au Mali. Quel type d'armes vous allez utiliser pour la protection de ces gens-là. Mais vous ne déclarez rien, vous ne dites rien. Arrivé à l'aéroport, vous tendez un papier. Vous croyez que les autorités maliennes sont bêtes? Un pays où la France a dit ouvertement à Macky Sall de transmettre le message à Alassane Ouattara, maintenir la pression sur le Mali. Maintenant, nous allons rentrer dans la 2e phase, le non-dit de la présence de ces militaires-là. Le non-dit, ça veut dire quoi? Ces Ivoiriens, voilà, et on dit, donc voilà ce qu'ils disent. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité, bon, ils ont tout raconté, voilà, ils nous présentent un document qui n'est pas signé. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a dit, maintenez la pression. Maintenant, je vais décortiquer pour vous. Partagez les gars, faites monter le mercure. Je vais décortiquer pour vous. Je voudrais que vous gardiez un esprit. Ces militaires sont venus avec un ordre de mission qui ne vaut absolument rien. Un ordre de mission qui ne prend pas en compte les décisions qui relèvent de ce qu'on appelle de la coopération au niveau du droit international, surtout lorsqu'il s'agit de la coopération militaire. Ce niveau-là n'est pas pris en compte.
Maintenant, supposons, voilà le plan qui était tracé. Supposons que ces soldats ivoiriens puissent entrer au Mali avec ces passeports peintres, mécaniciens, vendeuses, menuisiers et tout ce que vous connaissez. Qu'ils entrent au Mali avec ce passeport-là. Dès qu'ils vont entrer au Mali, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se fondre dans la population. Ils vont tronquer les treillis et se mettre en civil. Puisque ce sont des spécialistes de camouflage. Ce sont des spécialistes puisque ce sont des éléments de forces spéciales. Ils seront là parce que, je vais vous dire une chose, la candidature d'Assimi Goïta ne passe pas. C'est comme une pilule amère. La candidature d'Assimi Goïta ou encore la candidature de tout autre membre de la transition, la France ne le veut pas. Les Nations Unies ne le veulent pas. Et bien entendu, attendez les moutons, il y a des moutons qui sont là. Alors donc, on continue. Maintenant, quand ils vont entrer avec leur passeport, il est supposé, nous sommes dans la phase d'une supposition. Si les autorités maliennes n'avaient pas réagi vigoureusement, voilà une des hypothèses. Ce n'est pas la seule, il y a plusieurs hypothèses. Ces militaires-là allaient tronquer leur treillis, se mettre en civil, puisqu'ils ont des passeports de menuisiers, de mécaniciens, de peintres, de vendeuses, de ceci, de cela. Donc, avec ces passeports-là, rien ne permettra de les identifier comme étant des militaires issus des forces spéciales de l'armée ivoirienne ou des militaires réguliers. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on dit déstabilisation, là, c'est tout un processus. On sait que la population est avec l'armée. La population est avec les, comment on appelle ça, avec les autorités de la transition. Donc il faut bien réfléchir comment déstabiliser cette transition. Ce sera une vague de succession de forces spéciales qui vont infiltrer le Mali avec de fausses identités. Ils vont infiltrer avec des fausses identités, des faux passeports. Ils deviennent des civils infiltrés dans la population, dilués dans la population. Mais ils savent comment se retrouver, ils ont des codes où se retrouver. Ce sont ceux-là qui vont prendre contact avec les politiciens véreux qui sont contre la transition. C'est ceux-là qui vont prendre contact avec des militaires. Oui, ne croyez pas que tous les militaires soutiennent Assimi Goïta. Il y a plein de militaires qui ne le soutiennent pas. Donc ceux-là, ils rentrent. Bien entendu, ils ont un code pour communiquer. Voilà comment ils vont commencer à mettre en place le processus de déstabilisation et avec les hommes politiques et avec les militaires. Donc ceux-là qui vont entrer avec les faux passeports, avec les fausses professions, des militaires qui vont devenir des civils infiltrés dans la population, ils vont détecter tous les points sensibles de la capitale, tous les points sensibles, comment il faut frapper. Et c'est sur ça qu'ils vont travailler. Et pendant ce temps, d'autres vont infiltrer le Mali à travers les frontières terrestres. Toujours camouflés dans les faux passeports. Ils vont infiltrer ce pays-là. Prendre contact avec nos politiciens véreux, indignes d'être appelés maliens. Avec des soldats indignes d'être appelés maliens. Et c'est avec ceux-là qu'ils allaient travailler pour tenter de déstabiliser la transition. C'est pourquoi on les appelait des mercenaires. Les armes allaient entrer en Côte d'Ivoire. Les armes allaient entrer en Côte d'Ivoire. Les armes de Côte d'Ivoire allaient entrer au Mali. Les armes allaient entrer au Mali. Ils allaient trouver les moyens pour faire entrer les armes. Parce que les soldats vont dire, on n'a pas d'armes. Ne vous en faites pas, on va vous trouver les armes. Ils viendront avec suffisamment de liquidités pour donner aux politiciens. Donc les politiciens vont commencer leur jeu. En même temps, ces hommes-là qui sont entrés, ces mercenaires-là vont commencer à travailler avec les soldats rebelles, ceux qui ne veulent pas d'Assimi Goïta. Donc voilà un peu la stratégie. Ils allaient infiltrer la population. Ils allaient loger, peut-être même qu'il y en a même qui seront mes voisins. Ils vont venir habiter à côté de moi. Ils vont venir prendre maison à côté de moi. Comme étant des civils, comme étant mécaniciens.
comme étant maçons, peintres, vendeuses. Voilà comment ils allaient nous détruire de l'intérieur. C'est de l'intérieur qu'ils allaient nous abattre. Mais c'est une stratégie savamment, méticuleusement préparée depuis l'Élysée, avec la bénédiction de Ouattara. Voilà pourquoi cette histoire-là, ils n'ont pas signé. Ces hommes-là, l'ordre de mission, qui a signé? C'est le chef d'état-major, c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé leur ordre de mission. Est-ce que vous entendez? L'ordre de mission qui a été présenté à l'aéroport, c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé. Diarra-Souba, c'est lui qui a signé. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui a signé. Ce n'est pas le chef d'État général, le chef d'état-major général des armées qui a signé. C'est Diarra-Souba qui a signé, le chef d'état-major particulier de Ouattara. C'est lui qui a signé. Mais alors, comment le chef d'état-major du président signe un ordre de mission et nous, au Mali, on doit laisser ce contingent-là entrer? Si ce n'est... Pourquoi on va les laisser entrer? Et ils disent, il faut une libération immédiate sans condition. Mon frère, ils ne seront pas libérés. Ils seront présentés devant un juge. Ils vont parler. Parce que parmi eux, il y a certains qui ont été déjà identifiés par notre enquêteur Chris Yapi. Il y a certains qui ont été identifiés. Certains ont été identifiés. La première tentative de coup d'État, quand on a commencé à arrêter les gens, il y a plein qui ont fui. Il y avait une première vague qui était entrée, mais ils sont sortis par Tengrela. Ils ont fui. On a dit à Assimi, fais attention. Et Assimi, Keïta t'a demandé de fermer les frontières. Keïta t'a demandé de surveiller les frontières, de faire beaucoup attention. Ils reviennent cette fois-ci avec une autre stratégie. Et par l'aéroport, au nom de la MINUSMA. Mais la MINUSMA sait que ce n'est pas le chef d'état-major particulier du président qui doit signer l'ordre de mission. La MINUSMA sait ça. Comment c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui va signer l'ordre de mission de ceux qui doivent venir travailler au nom de la MINUSMA? Depuis quand vous avez vu ça? Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé. Leur ordre de mission, là, qui a signé? Ils n'ont qu'à dire la vérité. Qui a signé? C'est Diarra-Souba qui a signé. Ce n'est pas le chef d'État le chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui a signé, ce n'est pas le ministre Télé Brahima qui a signé, mais c'est le chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara qui a signé. Depuis quand lui il signe un ordre de mission par rapport aux Nations Unies? Depuis quand? Soyons sérieux. L'objectif, c'est ce que je vous ai dit. S'ils avaient réussi à passer, ils allaient se fondre dans la population. Ils allaient louer des appartements. Ils allaient commencer à prendre contact avec nos politiciens. Ils allaient trouver un moyen pour faire entrer la liquidité, pour aider les politiciens. Ils allaient prendre contact avec les soi-disant militaires qui ne sont pas d'accord avec Assimi. Et ils allaient commencer à déstabiliser le pays depuis l'intérieur. Et cette histoire d'élection n'allait jamais avoir lieu. Les gens ne veulent pas élection là. Ce n'est pas que le Mali ne veut pas élection. Hein. La CEDEAO ne veut pas. Bon, moi, je vous dis cette vérité aujourd'hui. Je vous jure au nom de Dieu. La CEDEAO ne veut pas élection au Mali. La France ne veut pas élection au Mali. Les Nations Unies ne veulent pas élection au Mali. Parce que l'élection au Mali, c'est le candidat du peuple qui va passer s'il y a une élection aujourd'hui. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent quelqu'un qui veut manipuler. Ils veulent quelqu'un qui sera à leur guise. Quelqu'un qu'ils vont tirer comme un chien au bout du bec. Ils ne veulent pas élection au Mali. Ça, je peux vous donner la certitude. Ils ne veulent pas d'élection. Nous, on se tue. C'est-à-dire que les petits politiciens véreux, là, laissez-les. Ça, c'est un de leurs plans qui vient d'échouer. Ceux-là, ils venaient pour déstabiliser le Mali. Ceux-là, ils venaient pour tuer les Maliens. Ceux-là, ils venaient pour donner la main à des voyous, à des brigands politiciens pour détruire ce pays. On n'a qu'à dire la vérité. On va les libérer. Pourquoi? Ils n'ont qu'à nous expliquer d'abord comment des militaires ont des passeports civils avec des fonctions. Ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Ils n'ont qu'à expliquer ça aux Ivoiriens. Vous voulez accuser le Mali devant la Côte d'Ivoire. Vous voulez accuser le Mali devant les Ivoiriens. Mais dites aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Dites aux Ivoiriens réellement qu'est-ce que ceux-là venaient faire au Mali. Quelle était leur intention réelle? C'était d'infiltrer la population. Infiltrer les forces
de défense et de sécurité, déstabiliser Assimi de l'intérieur, avoir toutes les informations dont ils auront besoin. C'est les gens qui allaient être, comment on appelle ça, au camp militaire en haut là-bas, là. Prendre toutes les informations, connaître, c'est-à-dire le quotidien d'Assimi Goïta, connaître son quotidien, c'est-à-dire étudier le gars pendant au moins au minimum 6 mois, connaître tout sur lui. Et le jour qu'ils allaient frapper, subhanallah, Allah quand ils sont doma, embêtement et réuni. Parce qu'ils allaient entrer doucement, doucement. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vocal aujourd'hui qui me dit qu'ils sont en train d'entrer doucement, doucement à travers la frontière. C'est-à-dire les camions rentrent avec 4-5 apprentis. Donc les gens sont entrés, c'est pourquoi nous allons demander aux autorités de renforcer le contrôle. Ils n'ont qu'à renforcer le contrôle. Parce que les gens sont en train d'entrer avec des fausses pièces d'identité. Donc tous les véhicules ivoiriens qui circulent au Mali, surtout à Bamako, donnez l'ordre aux policiers de commencer à les arrêter, à les fouiller méticuleusement. Je ne dis pas qu'il faut indexer les Ivoiriens, mais je dis seulement qu'il y a quelque chose. Il faut éviter le pire. Il faut éviter. Ils sont en train d'entrer et tous ceux qui vont présenter un passeport ivoirien avec des fonctions bidons, vous les prenez, ils n'ont qu'à aller vous montrer le où ils travaillent, leur lieu de travail. Ils ont un passeport. Vous menez les enquêtes jusqu'au bout. Faisons attention. Autorité, devant Dieu, devant le peuple, j'ai fait ma part. J'ai informé, j'ai alerté. Ce que nous voyons venir, c'est Dieu seul qui sait. Mais nous vous prions de faire attention. Alassane, c'est un manipulateur et un corrompu. S'il voit que les menaces, là, il ne peut rien retenir avec, il va vous proposer des centaines de milliards, puisque ce n'est pas son argent. Il va vous proposer 100 milliards, 200 milliards, il faut libérer les gens. Ne prenez pas. Akanata. Parce que si vous trahissez le peuple, wallahi, Dieu lui-même va vous trahir. Si vous abandonnez le peuple, wallahi, Dieu va vous abandonner. C'est ce que Bouye vous a dit. Tant que vous allez faire la volonté du peuple, Dieu va vous soutenir. Mais le jour où vous allez trahir le peuple, Dieu aussi va vous laisser. Alors, on garde le contact et à très bientôt. ACTV, la chaîne des patriotes.